enregistre bien? Bonjour. Bonjour tout le monde, est-ce qu'on vous entend? Ouais, il y a des pouces qui se lèvent. Ah, super. Ah, super. Waouh, c'est chouette tous ces pouces. On va attendre un peu que tout le monde se rassemble un peu plus. Oui, les gens arrivent doucement. Sachant qu'il y a un processus d'inscription que tout le monde n'a pas eu le temps de suivre, donc on va attendre un petit peu. Ça y est. On va encore attendre 2 minutes, Jemile, ça te semble suffisant? Oh, on a la chance d'avoir même Céline de présente. Quel luxe. Ah mince, j'aurais dû me raser. Bon, Jemile, quand tu le sens, hein, je crois qu'on va lancer. Oui, on est 24, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Du coup, merci à tous d'être là. On va pouvoir commencer. Donc moi, c'est Jemile, donc on est Aleph, et c'est Nicolas et Benoît qui vont vous présenter un peu notre outil Aleph Search Clear avec tout ce qui est moteur de recherche et tout ça. Si vous voulez avoir un accès à la version bêta, je vais mettre mon adresse email dans le chat et vous pourrez m'envoyer un email avec votre nom, votre prénom, votre adresse email et votre entreprise. Et je m'occuperai ensuite de la création et tout ça. Pour finir, et après je vais laisser la parole à Nicolas et Benoît, je vais vous inviter à participer à notre prochain webinaire qui est le 4 juillet à 10h. C'est sur le cadre légal de la recherche sur Internet de fuite d'informations. Donc c'est un sujet d'actualité et je pense que tout le monde devrait connaître les enjeux.
Donc, je vous enverrai tout ça par email par la suite. Voilà, merci beaucoup. Merci Jeminé. Bonjour à tous. Donc, on va commencer déjà par quelques slides. L'idée, c'est pas de vous faire un grand cours sur l'histoire des moteurs de recherche et tout, mais c'est déjà de vous présenter un petit peu ce que c'est qu'un moteur de recherche. Donc, on a la chance d'avoir Benoît qui va pouvoir travailler sur la partie, vous expliquer techniquement ce que c'est qu'un moteur de recherche et quels sont les enjeux technologiques derrière un moteur de recherche, parce que vous constatez qu'il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Et ce n'est pas pour rien. Et ensuite, on basculera sur pourquoi est-ce qu'on a mis en place Aleph Search Clear, à quoi ça répond en termes de problématiques de moteur de recherche. Et ensuite, on finira par quelques cas d'usage pour vous montrer un petit peu de quelle manière cette nouvelle approche des moteurs de recherche répond à des problématiques qui sont aujourd'hui bloquantes et complètement biaisées quand on utilise des moteurs de recherche standards. Donc, je vais partager mon écran et vous présenter quelques slides rapidement, parce que pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas très fan des slides, mais ça va permettre de cadrer un petit peu notre discours. Voilà. Donc, aujourd'hui, on se positionne en moteur de recherche sur ce produit de nouvelle génération, parce qu'on a une approche radicalement différente dans la manière de construire et d'utiliser un moteur de recherche. On a mis en place une méthodologie qu'on verra, et pour accompagner cette méthodologie, on a construit un outil qui se veut simple, mais qui va permettre de s'affranchir de certains biais. Donc, pour recontextualiser, Aleph construit des solutions de cybersécurité et d'intelligence stratégique depuis plus de 10 ans. Et on a commencé il y a 10 ans à travailler sur le développement d'une technologie qui va travailler sur 3 axes. La partie collecte de données, qui est intrinsèque à la notion de moteur de recherche web. La partie analyse, qui est nécessaire pour mettre à disposition les documents que vous recherchez. Et la partie visualisation des données, partie qui a été très souvent oubliée dans les moteurs de recherche actuels. Alors, on a commencé l'histoire d'Aleph par mettre en place un moteur qui s'appelle Aleph Search Dark, qui est un moteur de recherche dans le dark web, qui est aujourd'hui en production depuis bientôt plus de 6 ans maintenant, voire 7 je crois. On n'abordera pas ce sujet aujourd'hui, hein, parce que déjà c'est difficile de le faire en groupe, parce qu'avec ce type de moteur, on va mettre en évidence des risques intrinsèques et structurels dans des sociétés ou sur des personnes. Donc, pour des raisons légales principalement, on fait plutôt des démonstrations en one-to-one avec un mandat oral pour pouvoir faire les recherches. Donc, si vous souhaitez qu'on vous présente Aleph Search Dark, je vous invite à aller sur notre site et prendre contact avec nous. Il y a un lien contact. Hein. Vous faites une demande simple et ensuite on organise un rendez-vous et on vous fait une démonstration de ce moteur qui répond à des problématiques aujourd'hui qui deviennent structurelles pour les entreprises, puisqu'il y a l'arrivée de 2 normes que sont DORA et NIS2 qui font appel à cette typologie de moteur. Et aujourd'hui, on va vous présenter Aleph Search Clear, qui est un produit qui est opérationnel, hein, mais qui reste en bêta. On a encore un petit peu de travail de design et de tuning pour s'autoriser de dire qu'il est en version finale. Et il est issu de notre cerveau, de notre vision de ce que c'est qu'un moteur de recherche et de ce que c'est que la data. Et puis, il a été cofinancé, du moins dans les concepts et dans la partie algorithmique, par le ministère des Armées via un projet qu'on appelle Rapide, et dont on s'inspire en partie dans Aleph Search Clear. Alors, en termes technologiques, je vais faire une passe rapide parce que Benoît va rentrer dans chacun des points. Un moteur de recherche, il y a 4 étapes. Hein. Il y a la partie collecte qui va récupérer des données, les stocker. La partie indexation qui va identifier des mots-clés à l'intérieur des documents et les stocker. La partie analyse
qui va faire tout un travail d'extraction et d'analyse de données, par exemple typiquement l'identification des langues. Et puis la partie visualisation qui va permettre de rendre sur votre écran le résultat de votre recherche. Ces 4 points impliquent chacun des enjeux technologiques et des mises en place techniques. Donc je vais laisser Benoît détailler ce slide sur la notion de fonctionnement, parce qu'on aime bien expliquer comment ça fonctionne. Et dans notre manière de voir, il est important de comprendre ce qu'on manipule pour bien le manipuler. Donc, Benoît, je te laisse expliquer ces 4 notions et les différents enjeux technologiques autour des moteurs de recherche de manière générale. Ok, merci Nicolas. Donc, je vais essayer de vous décrire les principes d'un moteur de recherche. Alors, vous connaissez tous les Bing, Google, donc vous savez tous les utiliser. Le fonctionnement qui est derrière n'est pas très compliqué, mais des fois, on ne pense pas à réfléchir à comment ça se passe. En fait, il y a 3 compétences un peu cachées, disons, qu'on ne voit pas quand on utilise un moteur de recherche. C'est qu'il faut d'abord capter la donnée, il faut la stocker, il faut l'indexer. Donc, je vais juste vous parler de ces points-là, et puis après, on parlera des choses un peu plus visibles. Donc, pour ce qui est de la captation de la donnée, donc c'est les 2 premiers points que j'ai mis. On commence par quelques sites qu'on donne à notre système. Et ensuite, on a, pour capter la donnée, alors il y a plusieurs façons. Si vous avez une base de données, vous faites une requête. Mais nous, comme on parle d'un moteur de recherche pour les sites web, on a des robots qui, en permanence, crawlent les sites web. Donc, ils ont commencé par crawler les sites graines qu'on leur a donnés. Et puis, en passant de ces sites, ils ont trouvé des hyperliens. Et du coup, grâce à ces hyperliens, ils ont trouvé d'autres sites qu'ils ont intégrés du coup dans leur base, ce qu'on appelle dans leur infosphère. Et ils ont continué à crawler encore ces nouveaux sites découverts qui leur ont permis de découvrir encore d'autres sites. Donc, nous, on a fait ça au début pour les sites dans le dark. Donc, on avait une petite contrainte supplémentaire qui était dans le dark, souvent, les gens essayent d'être un peu anonymes ou moins discrets. Donc, il y a quelques précautions à prendre. Et du coup, on a des robots, nous, qui simulent un peu une activité humaine, qui permettent de bypasser certaines contraintes. Et en même temps, il y a une petite finesse à voir, c'est qu'on ne peut pas crawler toutes les demi-secondes le même site, sinon on encombre les réseaux, puis le site risque de râler assez vite. Donc cette première étape de stockage, de captation de la donnée est relativement simple, avec quelques points d'attention, mais sur le principe, c'est assez simple. On trouve un site, on le lit et on lit tout ce qu'il y a dessus, donc le texte, les images, éventuellement les vidéos. Voilà. Le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on a récupéré ces données, on va les stocker pour pouvoir les restituer quand l'utilisateur va nous le demander. Donc là encore, rien d'extrêmement compliqué. On a des bases de données pour stocker, donc c'est des techniques assez connues. Après, il y a encore des choix. Si on creuse un peu plus loin, sur est-ce qu'on prend une base de données relationnelle, est-ce qu'on prend une base de données graph, ça va dépendre après de la façon dont on veut rendre le résultat. Et puis l'aspect stockage, comme tous les aspects d'ailleurs que j'évoque ici, donc que ce soit la captation, le stockage ou l'indexation, c'est extrêmement simple quand on a 4 fichiers et voilà, mais tout devient quand même un peu plus compliqué quand on pense faire un moteur de recherche sur l'ensemble du web. Là, du coup, on passe à une masse de données beaucoup plus importante et les problèmes qui vont avec. En particulier, enfin pas en particulier, mais pour le stockage aussi, on a ce problème-là de stocker une énorme masse de données. Et le dernier point, une fois qu'on a donc capté la donnée et qu'on a stocké la donnée, on va l'indexer. Donc, c'est le même principe que dans un livre, sauf que là, au lieu de dire Victor Hugo, on en parle à la page 12 et la page 16, on va dire le mot liste, il apparaît dans l'URL, dans telle URL. Et on a quelques
quelques possibilités supplémentaires, c'est qu'on peut lui demander du coup en direct une URL qui contient un mot et un autre, ou un mot mais pas un autre, donc un peu plus de possibilités qu'un index classique, mais le principe est exactement le même. Et donc une fois qu'on a ces trois compétences ou ces trois points mis en place, on a tous les éléments pour faire un moteur de recherche. Il reste qu'un élément, c'est à restituer les données quand un utilisateur fait une requête. Donc pour ça, quand l'utilisateur fait une requête, on va demander à l'index dans quelle URL on a trouvé, quelle URL peuvent répondre à la requête de l'utilisateur. Donc l'index va nous donner un ensemble d'URL. On va chercher ces URL-là dans ce qu'on a stocké et on peut le restituer à l'utilisateur. Donc tout ça, c'est voilà le principe d'un moteur de recherche de base classique, enfin commun, disons. Après, il reste à présenter ça. Donc les moteurs de recherche que tout le monde connaît, les résultats apparaissent sous forme de liste. Quand on tape sur Google, on a une liste d'URL qui répondent à notre requête. Mais en fait, on n'est pas limité à ça. On peut aussi afficher ça sous forme de graphe. Donc, c'est ce qu'on fait. On verra ça plus tard. Nous, on vous propose un graphe où les nœuds sont les domaines sur lesquels on trouve qui répondent à la requête. Et deux nœuds sont reliés entre eux s'il y a un hyperlien d'un domaine vers un autre. Et puis, il y a une troisième possibilité qui est apparue là, qui est sous le feu de la rampe avec ChatGPT, c'est qu'on peut aussi simplement répondre un texte avec une réponse construite. Et ça, par contre, c'est peut-être un nouveau type de moteur de recherche. Donc voilà le fonctionnement d'un moteur de recherche. Donc rien de très compliqué tant qu'on n'a pas énormément de données. Les problèmes viennent quand on a beaucoup de données. C'est le cas pour un moteur de recherche web. Et du coup, quand on a beaucoup de données, on a des problèmes qui apparaissent parce qu'il faut écrire et lire très rapidement, que ce soit dans la base de stockage ou dans l'index. Il faut traiter rapidement les données qu'on récupère, parce que quand on récupère une nouvelle URL avec une fréquence élevée, ça veut dire qu'il faut traiter les données à une réponse élevée. Par exemple, quand on récupère une image, nous, on extrait un hash de l'image qui permet de retrouver l'image facilement derrière. Il faut récupérer le hash rapidement, sinon le retard s'accumule et au bout d'un moment, ça explose. Et il y a d'autres traitements qui peuvent être faits. En particulier, on peut avoir du NLP, on peut avoir de la recherche en granularité, c'est par exemple chercher les pseudos ou chercher des lieux dans un texte. Donc tous ces traitements-là, qui sont encore des traitements relativement connus, en tout cas assez communs, pour un moteur de recherche, il faut être capable de les faire extrêmement rapidement, sinon on est débordé. Et puis le dernier point qui apparaît, j'en ai déjà parlé, c'est la restitution. Donc par défaut, c'est sous forme de liste qui est le plus simple, mais on va voir qu'il y a d'autres possibilités. Ensuite, on peut passer au... c'est pas moi le slide d'après. C'est moi. Alors, voilà, maintenant qu'on a vu un petit peu, vous avez vu que ce n'est pas compliqué, le principal enjeu, ça va être effectivement le temps de réponse, c'est-à-dire la capacité à mettre à disposition de l'utilisateur le résultat de sa question très rapidement après la collecte. Donc, c'est ce qu'on va appeler, nous, le pseudo-temps réel. C'est dès qu'un robot collecte une donnée, il faut qu'il soit disponible le plus rapidement à l'utilisateur en cas de recherche. Donc, la technologie, on va travailler sur des technologies qui travaillent en parallèle. Donc, on travaille sur du massivement parallèle. Et là, il y a très peu de littérature et très peu de techno qui travaillent sur ces sujets, d'où la nécessité de faire des projets de recherche qui inclut non seulement de la modélisation en termes informatiques du terme, mais aussi des mathématiques en traitement pour trouver des algorithmes qu'on va paralléliser, alors qu'au départ, ils ne sont pas prévus du tout pour être parallélisés. Donc, on a un gros travail de tuning
sur les algorithmes pour arriver à cet état de pseudo-temps réel entre la collecte et la représentation. Alors là, ici, c'était pour vous dire qu'on avait déjà qu'un moteur de recherche de ce type-là, il est agnostique en termes d'usage. Donc, on a déjà fait un workshop au début pour montrer comment utiliser le moteur Left Search Clear dans une démarche purement cyber, et notamment pour identifier les surfaces d'attaque en travaillant sur l'extraction des noms de domaine d'un site, et le tout en pseudo-temps réel, puisque vu que la techno le permet, on est capable de cartographier très très vite les noms de domaine volontairement, normalement mis à disposition, mais aussi les noms de domaine des fournisseurs et les noms de domaine qui sont sortis sur la surface d'exposition parce qu'ils échappent à la DSI, tout simplement parce que les services de communication, par exemple, peuvent produire des noms de domaine qui sont non liés à l'architecture des noms de domaine de la structure. Donc, l'outil permet aussi de répondre à ce besoin-là de cartographie de la surface d'exposition cyber. On a fait aussi un workshop sur tout ce qui est threat intel, en travaillant sur l'identification, la description d'écosystèmes à risque. Donc ça, on avait fait un workshop sur le sujet. On en refera, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va travailler vraiment sur la notion de moteur de recherche. En quoi est-ce que Left Search Clear est un moteur de recherche de nouvelle génération, avec une approche qui est radicalement différente, avec un objectif de s'extraire d'une grosse partie des biais de Google ou de Bing ou de Yandex pour les plus curieux. Et puis enfin, on fera certainement, je pense à la rentrée, il faut qu'on travaille dessus, c'est comment utiliser un moteur de recherche de manière pédagogique, c'est-à-dire pour que les enfants, les étudiants puissent représenter ce que c'est que le web. C'est-à-dire qu'ils sortent de la vision du web comme un moteur de recherche. C'est-à-dire qu'il y a une fusion, en fait, chez nos enfants et nos anciens entre la notion de moteur de recherche et de web et de réseaux sociaux. Et donc, l'outil permet aussi de chacun de se réapproprier et de comprendre ce que c'est que le web. On y reviendra dans un second temps puisque ça fait partie des biais inhérents aux moteurs de recherche comme Google et Bing. Donc, je vais laisser Benoît commencer la partie biais auquel on va répondre. Et puis, je vais enchaîner à partir du mur de la donnée. OK. Donc, les biais, donc, par exemple, quand on capte une donnée, on va l'analyser, on peut choisir de la garder, de la stocker, comme je disais tout à l'heure, ou de ne pas s'y intéresser et de l'oublier. Et ça, c'est le moteur de recherche qui fait ça. Et par exemple, Google fait des choix aussi. C'est pour ça que, par exemple, quand vous tapez une recherche dans Google, certains résultats ne vous apparaîtront jamais. Par exemple, on vous a dit qu'on avait notre premier moteur de recherche, c'est chercher dans le dark web. Et Google crawl aussi le dark web, je n'ai pas de doute là-dessus, mais par contre ne vous posera jamais un résultat dans cette partie d'Internet. Donc, ce n'est pas une question de techno, c'est une question de modèle marketing. C'est que pour répondre à leurs besoins, ils n'ont pas besoin de... Enfin, ça serait même contre-productif pour eux de proposer des résultats dans ces sites-là. Donc, ils font un choix dans les sources. Et le biais, c'est qu'on n'a pas, nous, le choix dans les sources qui sont sélectionnées et celles qui ne sont pas sélectionnées. Et le deuxième point, c'est que toutes les sources, quand on fait une requête dans Google, il nous répond, et ça, on va dire c'est plutôt positif, mais il répond tous les résultats. Dans les sources qu'il a sélectionnées, il va nous donner toutes les sources, enfin tous les résultats qui apparaissent. Et du coup, on peut avoir du bruit. Par exemple, certaines sociétés ont un nom un peu... par exemple, je pense à Total ou à Orange. Si vous cherchez Total en espérant trouver un résultat sur la société Total, vous allez avoir aussi tous les sites qui contiennent le mot Total. Et il y en a beaucoup. Orange, pareil. Voilà. Et donc, c'est à la fois en raison du fonctionnement classique d'un moteur de recherche. C'est aussi dans le souci d'exhaustivité, mais parfois c'est peu pratique.
le mur de la donnée, c'est Nicolas qui va. Oui, je vais accélérer un petit peu parce que l'idée, c'est quand même de vous montrer. Vas-y. Mais en gros, un des principaux biais et difficultés, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait ce moteur? C'est qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais le web contient plus d'1,6 milliard de sources. Donc, c'est comment faire pour choisir les bonnes sources relativement à son besoin dans cet écosystème-là. On ne s'en rend pas compte quand on utilise Google, mais Google n'indexe qu'une toute petite partie de sa 1,6 milliard de ressources. Il fait des choix comme l'expliquait Benoît. Et les choix sont indépendants de l'utilisateur. Ce qu'on va proposer, c'est que ce soit l'utilisateur qui fasse ses choix. Donc ça, c'est de cette manière, on va, par l'analyse d'écosystème, passer par-dessus le mur de la donnée avec une approche qui est méthodologique. Ensuite, il y a le bruit. C'est-à-dire qu'en choisissant les sources par rapport à mon besoin, je ne vais pas embarquer des sources qui ne m'intéressent pas. Donc, je n'aurai pas les résultats de recherche issus de ces sources-là qui ne m'intéressent pas. Donc, c'est une approche méthodologique qui va nous enlever 80 à 90% du bruit que j'ai habituellement sur les moteurs de recherche standards. Ensuite, l'algorithme de scoring, c'est l'ordre dans lequel le moteur va vous présenter les résultats. Là, encore une fois, l'algorithme de scoring, il va décider que les premiers résultats de recherche ou sur la page 1, il va le mettre en place en fonction de son besoin. Et son besoin, c'est un choix qui est marketing. C'est-à-dire, c'est un algorithme de scoring qui prend en compte la rentabilité de vous montrer ce résultat plutôt qu'un autre. Donc là, de la même manière, l'algorithme de scoring sur Aleph Search Clear, il est agnostique. Demain, vous pourrez même choisir la typologie. Et enfin, ce qui est pour moi le plus important, c'est la représentation mentale. C'est qu'on s'est rendu compte avec la pratique, c'est ce que j'ai commencé à vous dire tout à l'heure, si on compare, si on se dit qu'un moteur de recherche, c'est un outil pour adresser sur 1,6 milliard de sources, c'est comme si vous utilisiez une pelle pour creuser, la pelle étant l'outil et la terre étant la matière. C'est comme si petit à petit, vous mélangiez la pelle et la terre. C'est exactement ce qui se passe avec des enfants, et vous pouvez faire le test, ou avec des personnes d'une autre génération. Il y a un mélange entre Google, le navigateur et le web. Donc, il était important pour arriver à maîtriser ce qu'on fait, de voir ce qu'on fait. Donc, c'est pour cette raison qu'on a proposé 2 représentations différentes de l'objet auquel on pose une question. D'où l'apparition du graphe, vous allez le voir, qui va permettre de visualiser à qui on va poser la question. On va poser la question à un écosystème qu'on a choisi. Donc ça inclut l'absence de représentation. Ça embarque directement des biais d'usage et on se fait croire qu'on a posé la question au web alors qu'on a posé une question via Google qui a sa propre représentation et qui fait ses propres choix de ce qu'il vous présente. Alors la méthode, ça c'est pour ce que a commencé à vous dire Benoît, c'est qu'en fait vous allez être acteur, on va mettre un ensemble de sites au début et ensuite l'outil va vous proposer d'autres sites dans la démarche du crawler, sauf qu'au lieu de le faire à votre place, c'est vous qui allez choisir les sources que vous allez intégrer à votre moteur de recherche. Et cet ensemble de sources dont on va collecter les données, ça va constituer un micro-moteur de recherche thématique. Et l'idée, c'est au lieu de faire un moteur qui fait papa, maman et qui prend beaucoup de données, c'est de travailler sur des écosystèmes qui sont basés sur des études sociologiques qui démontrent qu'il y a une capillarité et une adhérence entre un écosystème et un autre quand ils sont liés. Donc avec ça, on va pouvoir vous faire une démonstration pratique et visuelle pour qu'on reprenne cet objet et qu'on sache à qui on pose la question via le moteur de recherche. Alors, je vous propose de passer directement en mode démo. Hop. Donc, je me connecte. Ici, vous avez, donc là, vous êtes sur Aleph Search Clear, vous avez un ensemble de projets. Chaque projet représente un ensemble de sites web que j'ai choisi. Donc, il y a des thématiques. Je vais pouvoir poser des questions à chacun de ces écosystèmes. Et le premier pas, ça va être de construire votre moteur de recherche.
Donc, la grande nouveauté, c'est qu'on ne va pas vous imposer un moteur de recherche. L'outil va vous accompagner sur la constitution d'un moteur de recherche. Alors, j'ai 2 cas d'usage à vous présenter. Je vais prendre un cas d'usage, je vais commencer par un cas d'usage orienté, on va dire, business, parce que c'est un des usages des moteurs de recherche. Et donc, on va travailler sur Aleph Networks, c'est le plus simple. Et l'idée, c'est de faire un moteur de recherche de ses concurrents dans le web. C'est-à-dire, j'ai constitué un écosystème concurrentiel. Donc, on va les appeler concurrence, hop, Aleph. Je vais partir d'une page vierge. Vous voyez, hein, le moteur de recherche est vide. Donc, on est bien sur une représentation vide. Et je vais pouvoir, à partir de ce que je connais de mes concurrents, parce que généralement, je connais mes concurrents, je vais partir de ce que je connais. Donc, on va prendre le premier cas d'usage. On a 3 concurrents principaux qui font à peu près le même travail que nous. Et je vais construire un ensemble de données qui est mis à disposition. Donc, c'est tout à fait légal. C'est de la donnée qui est publique. Je vais pouvoir ajouter ces 3 sources que je vais taguer d'une couleur pour les différencier. Enfin, pour voir que c'est bien ceux que j'ai insérés. Et je vais rajouter Aleph Networks. Voilà. Vous avez là de visuel la technologie pseudo-temps réel. Donc là, il y a eu de la collecte de données. C'est ça, oui. Nicolas a donné 3 domaines. Notre système est allé capter la donnée sur ces domaines-là et a récupéré les références vers les sites référencés par ces domaines-là. Et donc, c'est les 3 domaines que Nicolas a donnés apparaissent en bleu et les nouveaux domaines, on va dire les domaines découverts, apparaissent en gris. Et déjà ici, on voit que autant la liste, elle m'apprend qu'il m'a identifié plein de nouveaux domaines. Tant qu'ils ne sont pas activés, je n'ai pas collecté la donnée. Hein. Je collecte la donnée que quand j'active la collecte. Mais il va pouvoir être force de proposition de nouveaux domaines. La vision sous forme de graphe va me permettre d'identifier les adhérences. C'est-à-dire que là, j'ai mes 3 concurrents qui sont présents. Et je vois déjà qu'il y a un point central ici. Et je vois que ce point central, c'est YouTube. Donc, je sais que mes 3 concurrents publient des informations sur YouTube. Donc, j'ai une base d'informations qui est intéressante. Je sais que je vais pouvoir trouver des vidéos de mes concurrents sur YouTube. Donc, en termes d'intelligence économique, je sais que j'ai une source d'information commune à mes 3 principaux concurrents. Ici, on a plein de concurrences, plein de sites qui sont disponibles. Généralement, c'est la presse. Je vois aussi que j'ai un concurrent qui communique beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de sites sortants, c'est Darkhole, c'est notre concurrent américain. Ici, c'est Kela, c'est notre concurrent israélien. Je vois qu'il communique un petit peu moins. Et enfin, c'est notre nouveau concurrent qui s'appelle Fivecast, qui est coréen, qui lui communique encore moins. Mais je vois que tous communiquent, ont des organes de presse communs, c'est-à-dire des stratégies de presse de communication communes et des particulières. Ce qui va m'intéresser, c'est ce point-là. Après, ce qui va m'intéresser, c'est de moi, Aleph Networks, quelle est ma relation par rapport à cet écosystème-là. Et comme je n'ai pas envie de rechercher longtemps, notre outil permet de faire une petite requête ici. Donc là, vous intégrez directement les URL que vous mettez à la main. C'est ajouter vos sources connues. Ici, vous allez pouvoir faire une recherche sur un moteur de recherche connu pour trouver automatiquement le bon site. Donc, on va mettre Aleph Networks en vert et je vais l'intégrer au système pour voir les adhérences qui existent entre Aleph Networks et mon écosystème concurrentiel. Voilà. Donc, Aleph Networks est en vert, ici, et je vois que mes adhérences, c'est YouTube, non, Twitter,
Donc, je sais que je vais avoir des informations sur Twitter de ces deux et LinkedIn. Une fois que j'ai fait ce travail, je vais pouvoir le simplifier parce qu'on a des algorithmes de simplification. Le premier, c'est celui-là. Vous voyez, il y a beaucoup moins de sources. Il va m'afficher les sites en commun aux différents écosystèmes. Donc, voici mon adhérence par rapport à mon écosystème concurrentiel. Et là, j'ai la liste des sites sous forme de graphe ou sous forme de liste. Donc, voilà un petit peu comment j'ai construit mon écosystème concurrentiel. Pour l'instant, ça ne m'a pas apporté grand-chose à part une compréhension des politiques de communication de mes concurrents et de la mettre en relation avec la nôtre. Mais l'idée, c'était de faire un moteur de recherche. Donc, aujourd'hui, j'ai 4 sources sur ce projet-là. J'ai 4 sources dans mon moteur de recherche. Mes 3 concurrents que voilà. Fivecast qui est là. YouTube, on va dire que dans le cas du moteur de recherche, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'ai enlevé cette adhérence pour y voir plus clair. Donc, je peux exclure des sites. Et j'ai collecté les données de 4 sites, Aleph Networks compris. Une fois que j'ai fait ce travail, on va dire que la phase de sourcing, de choix des sites que je mets dans mon moteur de recherche est faite. Maintenant, je vais pouvoir lui poser une question. Et seulement maintenant. Et je sais que je vais faire une recherche uniquement dans cet écosystème-là. Donc là, je vais cliquer dans « Rechercher » dans l'infosphère et je vais pouvoir lui poser une question. Je passe en mode moteur de recherche. Maintenant que j'ai mon ensemble de données qui est prêt. Et ma question en termes d'intelligence économique, c'est qui se positionne sur le marché relativement à la norme DORA. Il se trouve que Aleph a fait le choix de se positionner en réponse aux nouvelles réglementations qui sont présentes en Europe, que sont DORA et NIS 2. Et ma question, c'est est-ce que mes concurrents se positionnent sur ce sujet-là? Donc, je vais tout simplement faire une recherche dans cette infosphère-là sur DORA. Et il va automatiquement me rechercher dans le site des concurrents la présence du mot-clé DORA. Donc, je fais la recherche. Et donc, je vois que toutes les recherches qui concernent DORA, et il y a 3 pages, 2, 3, ne concernent que Aleph. C'est-à-dire que là, j'ai une réponse. Aujourd'hui, nos principaux concurrents ne se positionnent pas sur DORA. Donc, c'est bien, j'ai ma réponse, mais je vais lui demander autre chose. C'est une vieille feature qui existait sur Google qui n'existe plus. Je vais être au courant le jour où un de mes concurrents se positionne. Parce que s'il se positionne, je veux rapidement relancer une campagne de communication sur DORA pour ne pas lui laisser prendre cet espace-là. Et là, il faut aller très vite, hein, parce que, comme vous le savez, l'espace de communication, c'est le premier qui parle qui le prend. Donc, je vais pouvoir faire une alerte et lui dire, je vais l'appeler alerte DORA concurrence. J'ajoute mon alerte. Je sais que le moteur va recollecter les données de ces différents sites régulièrement, tous les jours, pour les points de seeding comme le disait Benoît, et tous les mois pour toutes les autres pages. Donc, comme ça, je sais que si un concurrent publie sur son site web quelque chose sur DORA, je serai au courant, au pire, le lendemain. Une fois que j'ai fait ce travail-là, j'ai fini. Je vais pouvoir aller voir. Donc, j'ai mes alertes qui sont disponibles ici. Donc, je peux les retuner. Voilà. Donc, j'ai mon alerte concurrence Aleph et je recevrai un email un email d'alerte en cas d'article sur DORA ou de citation de DORA sur un site d'un de mes concurrents. Ici, je vois d'ailleurs que le seul point d'adhérence entre Fivecast, qui n'est pas présent sur les réseaux sociaux, c'est le site de l'AFR. Ça veut dire que je peux en déduire assez facilement qu'il se positionne dans le milieu financier. C'est dommage parce que DORA concerne directement le milieu financier.
Donc, il est probable qu'eux se positionnent à un moment donné, s'ils attaquent l'Europe, sur Dora. Donc, ça peut être une future menace. Donc, j'ai un point d'attention sur cette structure et cette structure-là, sur Kela, les Israéliens et les Coréens. Il faut savoir que je peux travailler de cette manière parce que notre technologie étant statistique, elle n'est pas dépendante des langues. Donc, on a cette capacité-là. On n'est pas limité comme d'autres technos sur l'analyse des langues. C'est vraiment le mot-clé que vous allez mettre qui va conditionner le résultat de la recherche. Donc, voilà un cas OSINT simple. Hein. Je peux en faire plein. Il y a plein de manières. Mais à chaque fois, d'ailleurs, on a des systèmes de trend. Alors, je ne sais pas si j'en ai encore beaucoup des tendances. Je ne crois pas que j'en ai beaucoup. Non. Et il m'a préparé un dashboard que, bon, il a été créé il y a 2 minutes, donc il n'y a pas de données. Hein, mais petit à petit, j'ai mon dashboard de suivi des trends de ce mot-clé dans cet écosystème-là qui va se mettre en place. Libre à moi, petit à petit, si je le souhaite, de rajouter un concurrent à cet écosystème ou à interroger d'autres sources pour rajouter d'autres sources dans cet écosystème-là. Donc voilà, sur ce cas d'usage, c'est un cas d'usage orienté intelligence économique qui va permettre de surveiller votre écosystème concurrentiel. Et vous pouvez mettre un ensemble de mots-clés. Donc typiquement, je vais vite rajouter, parce que ce projet, je vais le garder. Je vais me rajouter une deuxième alerte, ce qu'on appelle un capteur, hein, sur NIS2. NIS2, je fais ma recherche, qui est aussi de la norme, et je vois que de la même manière, aujourd'hui à date, nos concurrents ne se sont pas positionnés sur le réglementaire. NIS2, alerte concurrence. Et celles-là, je vais bien les garder et j'aurai une alerte dans mes mails dès que j'ai une des pages de mes concurrents qui va citer NIS2. Donc, ce cas d'usage est quand même très B2B. Mais l'objectif d'Aleph Search Clear, c'est d'être générique et de vraiment vous laisser l'opportunité de faire un moteur de recherche au sens large sur n'importe quoi. Donc, on va rajouter une infosphère et je vais faire un cas d'usage beaucoup plus, on va dire, bateau. On va faire un moteur de recherche sur Minecraft. Il se trouve qu'il y a quelques années, il y a 1 an et demi, on avait un jeune stagiaire issu d'un collège et on était en train de tester ce moteur de recherche en termes de design. Et on s'est dit, si un enfant arrive à utiliser notre moteur de recherche pour faire son moteur de recherche, ça veut dire que le design, il est bon. Il faut aussi qu'on essaie avec quelqu'un de plus de 70 ans. On ne l'a pas encore fait. Mais déjà, un enfant entre 12 et 16 ans est en capacité de faire son propre moteur de recherche. Donc, on a pris le cas de Minecraft pour prendre un cas complètement neutre. Et donc, on va l'appeler mon moteur. Et donc, de la même manière, je vais commencer avec un moteur vide. Et il se trouve que si j'étais un fan de Minecraft, j'aurais déjà un ensemble de sites que je pratique. Vous avez vu, il y a du Minecraft.net, du Minecraft France, du Minecraft Forum, du Minecraft FR, du Forum.Minecraft France, du Planète Minecraft, du Minecraft Forum et du Forum.Minecraft Forge. Donc ça, on va dire que ce sont les sites que je connais et l'outil va faire exactement ce qu'on a fait pour l'autre. Hein. Donc, j'inclus mes sources connues avec ce bouton. Je les sélectionne et je les mets en couleur pour les différencier de celles qui va m'offrir ou me proposer à intégrer. Donc, voilà. Hop. Vous voyez, on a notre écosystème qui m'a découvert tout un ensemble de sources qu'il me propose qui sont en noir. Là, il est en cours de collecte. On va le laisser faire. Et on va commencer déjà à se dire, je vais étendre mon périmètre de connaissances en demandant à l'outil de me proposer de nouvelles sources. Alors, on pratique par filtrage, c'est-à-dire qu'on va identifier dans les noms des sites en noir tous les domaines, tous les sites dont le nom de domaine contient Minecraft. Donc, c'est sans faute d'orthographe, sinon ça ne fonctionne pas. Et vous avez vu, c'est tout en pseudo-temps réel, hein. Ça travaille tout en parallèle
pour garder cet aspect dynamique, il va me proposer tout un ensemble de sites, beaucoup. Et donc, je vais déjà les sélectionner et je vais les mettre dans une autre couleur. Je vais les mettre en vert. Minecraft Forum, Best Minecraft Server, Minecraft Station, Minecraft.fandom.com, Planète Minecraft. Ça, ce sont des sites qui ne sont pas terribles. C'est des faux sites, en fait, on sait qu'ils ne sont pas bons. Ce sont des erreurs d'un site. Là, ici, on va remonter Planète Minecraft ici. Je sais que ceux-là, ils ne sont pas bons, c'est de la cochonnerie. J'ai Minecraft Skins, serveur Minecraft, statique là, et help.minecraft. Une fois que j'ai fait ce travail-là, je vais activer la collecte de ces nouvelles sources. C'est-à-dire ce que je connaissais, c'est en bleu, et ce que l'outil m'a proposé, c'est en vert. Donc, j'ai bien étendu mon périmètre de sources et je vais pouvoir alimenter mon moteur de recherche avec d'autres sources de données. Donc, je vais activer la collecte de ces différentes sources. Et on voit qu'il continue la collecte. Donc, j'ai toujours mon objet mental qui me représente dans quoi je vais faire ma recherche. Sachant que j'ai toujours le filtre Minecraft, si je l'enlève pour voir toutes les sources qu'il me propose, je commence à avoir un graphe qui est beaucoup plus important. J'enlève les labels, comme ça on verra plus clair. Donc tout ce qui est en noir, en gris, c'est les sites qui ne sont pas sélectionnés en termes de collecte, et tous ceux qui sont intégrés à mon moteur de recherche sont en couleur. Et donc je peux simplifier mon graphe. Il va m'identifier les domaines communs. Mais je vais remettre mon filtre parce que ce qui m'intéresse, c'est toujours d'étendre mon domaine de connaissance et de me construire un moteur de recherche. Minecraft. Donc je refais mon filtre. Il m'a redécouvert un ensemble de sites. Alors, je peux trier pour voir les derniers qu'il m'a identifiés. On peut faire des tris un petit peu dans tous les sens. Voilà, je vois que j'ai un Minecraft Forge ici, Minecraft Map. Donc, je vais mettre une troisième couleur pour voir les itérations de découverte de nouvelles sources. Serveur Minecraft.auction. Maven, allez, soyons fous. Je n'ai pas de limite. On a une technologie qu'on appelle scalable. Donc, je peux me permettre de rajouter beaucoup de matière. Sachant que c'est moi qui la sélectionne par capillarité, je sais que je vais avoir très, très peu de bruit. Discord, je sais que j'ai un serveur Discord. Minecraft Story. Minecraft-pt, on a des portugais aussi. Files.minecraftforge. Hopper.minecraft.net. Donc tout ça, je vais pouvoir ajouter cet ensemble de serveurs. Minecraft France, donc j'en ai un nouveau. On va le mettre en jaune. Minecraft.azureedge.net. Atlas. Donc, on a aussi des sous-domaines. C'est là où on voit l'intérêt en termes cyber de surface d'exposition. C'est qu'effectivement, j'ai collecté un ensemble de domaines. Minecraft User World, Play Minecraft. Je peux faire ça un petit moment. Et après, une fois que je ne vais pas tout faire, parce que vous avez vu, il y en a un certain nombre. Et comme la visio me pompe pas mal de ressources, je vais faire attention. Je vais pouvoir filtrer comme je le souhaite, c'est-à-dire je peux lui dire de m'afficher que les sites que je viens de sélectionner, qui sont ceux en jaune. Je fais une sélection globale de ces sites et de la même manière, j'active la collecte des données de ces nouveaux sites. Donc, je vais les inclure à mon micro-moteur de recherche. J'enlève mon filtre. Et voilà mon écosystème de moteur de recherche. Donc, les données sont en cours de collecte, toujours en pseudo-temps réel. Alors, il commence à y avoir un petit peu de volume. J'aurais pu aller plus loin, parce que vous avez vu, il y en a un certain nombre. Je crois que tu as toujours le filtre sur Minecraft aussi dans le domaine. Je fais attention parce que la visio prend pas mal de ressources au navigateur. Et voilà. Voilà l'ensemble de l'écosystème avec toujours en gris les sources qui sont proposées. Là, j'ai plus de filtre sur le nom de domaine. Je
je peux aussi jouer un filtre sur le titre. Parce que parfois, Minecraft n'apparaît pas dans le nom de domaine, mais dans le titre du site. Minecraft. On va voir. Et je vois ici, il m'a bien identifié d'autres sites. BDcraft. Et là, j'ai bien création HD pour Minecraft. Donc là, je ne l'ai pas dans le nom de domaine. Minecraft Mode, Minecraft Map. Donc là, je pourrais encore activer encore de nouveaux domaines. Vous avez vu, on peut itérativement, après on peut y aller fort en faisant une sélection globale, mais si je ne fais pas attention, si je ne suis pas sûr de ce que je fais, je risque d'intégrer du bruit. Donc petit à petit, j'ai une cinquantaine de sites identifiés. J'enlève mon filtre et je vais pouvoir poser ma question, enfin, parce que j'ai mon moteur de recherche. Et comme je suis un joueur pas forcément très honnête, je vais poser une question. Et la question, c'est une des questions qu'a posé le jeune qui a construit la première fois son moteur de recherche sur Minecraft. C'est est-ce que dans tous ces forums et sur tous ces sites, j'ai des trucs pour tricher sur Minecraft? Donc, je vais tout simplement poser la requête en anglais parce que là, ce sont des sites en anglais, mais puis généralement, c'est un usage, même les Français utilisent le mot-clé cheat. Donc, je vais poser la question, comment tricher sur Minecraft? Et vous avez vu, si je fais la même requête sur Google, on pourrait la faire, je vais avoir beaucoup de bruit. Donc là, je me retrouve avec les techniques sur Planète Minecraft qui expliquent les techniques pour empêcher de tricher. Et là, de la même manière, tricher sur le système de vote. Et là, quelqu'un qui commence à parler des faiblesses du système de vote sheet. Et là, quelqu'un qui parle de technique de vote sheet, ici, sur Minecraft Wiki, sur minecraft.fandom.com. Et là, quelqu'un qui explique que c'est compliqué de filtrer ceux qui cheat à cause d'un bug de duplication des items sur Minecraft. Donc, vu que c'est un moteur de recherche, il ne faut pas se suffire. Nous, on donne des liens. On vous donne des liens. Donc, après, vous cliquez sur le lien, les liens qui vous intéressent, et vous avez accès à la page du forum ou du wiki dans ce cas-là qui parle de cheats. Je ne l'ai pas faite, je le fais en live. Mais non, je suis un adulte. Voilà. Et je retrouve bien la partie qui parle de cheat sur ce serveur de Minecraft. Donc voilà d'une manière très rapide ce que c'est pour nous un moteur de recherche de nouvelle génération, c'est-à-dire qu'on prend le problème à l'envers et on va travailler plutôt sur la description et des outils qui vont créer des micro-moteurs de recherche à partir de ce que connaît la personne, sachant que si vous ne connaissez rien, vous avez toujours la possibilité sur Left Search Clear. Oui, j'ai déjà fait trop de projets. Donc une fois, alors en version libre, vous n'avez qu'un seul projet de mémoire, on va peut-être tirer à 2. Ça consomme pas mal de ressources, mais vous pouvez supprimer votre projet, parce que de toute façon, ça peut être un besoin jetable. Vous pouvez créer des micromoteurs et les supprimer ensuite. Il n'y a pas de souci. Faites comme ça. Et vous pouvez, forcément, ça c'est l'effet démo, il nous en fallait un. Vous pouvez tout à fait créer un autre moteur de recherche avec cette méthode-là et travailler sur un autre outil. Si vous n'avez aucun site, vous pouvez travailler sur Testcraft, qui est une copie libre de Minecraft, et appuyer sur ce bouton-là ici, comme je l'ai fait pour Aleph, qui va aller rechercher sur Google pour vous des sites. Et là, vous pouvez être un petit peu… il fait le travail à votre place. Si vous ne connaissez rien du tout, l'outil va vous aider à trouver des sources. Vous les mettez en couleur pour bien les voir et vous les ajoutez et ça va faire le travail automatiquement. Sachant que vous pouvez modifier le nom des tags, il y a plein de petits outils
sur ce sujet-là. Donc voilà un petit peu ce qu'on voulait vous montrer. Mais je vais laisser la place aux questions, peut-être. Je n'ai pas vu passer de questions dans le chat. Hop, je reprends. Il est en train de travailler, là encore. Ouais. On voulait tenir 1 heure et laisser une petite demi-heure pour les questions-réponses. Merci Wilfried. Par contre, Antoine, on ne vous entend pas. Alors, Gemini, est-ce que tu peux voir si c'est pas si on n'a pas un filtrage du son? Le micro est en mute. Son micro. Alors, est-ce qu'on peut demander l'activation du micro? Hop. Antoine, on a fait une demande d'activation. A priori, votre micro n'est pas actif, Antoine. Il faut aller dans Gérer, dans le petit icône Gérer pour activer le micro. Ou sinon, vous le posez en chat, sinon. On vous répondra par oral si vous. N'hésitez pas à poser des questions, hein, c'est un sujet qui est assez neuf. Non, Antoine a choisi le texte par défaut ou par dépit. Alors, il y a Thierry Lafont qui a posé une question. Alors. Dans la section questions. Ah. Alors, je vais aller voir. Peut-on utiliser les booléens dans une question? Alors, oui, actuellement, je ne sais pas si c'est implémenté, mais oui, ça va être le cas. Ça, c'est Benoît qui prend Benoît est responsable des développements utilisateurs, orientés utilisateurs sur Clear. Donc, oui, c'est prévu. Je ne sais pas si c'est implémenté à date, mais on aura effectivement les opérateurs standards, sachant que par défaut, c'est un end. Ensuite, oui, pour le moment, dans la partie Clear, ils ne sont pas implémentés. Par contre, c'est implémenté dans notre moteur Dark, donc on sait le faire, quoi, mais ce n'est pas encore fait. Mais ça sera fait, je pense, bientôt. Oui, c'est pas en fait, on n'a pas d'enjeu technologique sur ce sujet, donc ça peut être mis en haut de la pile assez vite si on a de la demande. On est guidé par les demandes, hein, donc si on a demande, on le monte en haut de la pile et on le met en œuvre assez vite. Pouvez-vous détailler la partie recherche en langue étrangère? Alors ça, c'est une bonne question parce que effectivement, le choix technologique qu'on a fait nous permet en fait d'adresser n'importe quelle langue. C'est-à-dire qu'en termes de collecte, on n'a pas les problématiques de traduction, de parcours en langage naturel et autres. Donc, vous pouvez poser la question. Par contre, c'est vous-même qui allez poser la question dans la langue. Tout simplement parce que les biais des traductions amènent aussi du bruit. Et pour nous, c'est toujours la personne qui est l'expert de ce qu'elle manipule. C'est un choix, hein. C'est un choix qui est volontaire. Typiquement, vous faites une recherche dans une langue étrangère, vous faites généralement des recherches sur votre métier, sur votre compétence, et vous savez très bien quelle est la langue cible. Enfin, c'est à vous de faire la recherche, à quoi ça correspond dans cet écosystème de langue. Aujourd'hui, tout ce qu'on a pu tester avec des langages qui font du machine learning sur de la langue, ça ne marche pas bien du tout, voire pas du tout, notamment sur du cyrillique, parce qu'il faut refaire un apprentissage complet. Donc, nous, on a une approche qui est plutôt statistique. Donc, vous pourrez faire des OR, c'est-à-dire vous mettez votre mot-clé en cyrillique, en arabe, en farsi, et le moteur, lui, il est indépendant de la langue, ce qui vous permet effectivement de travailler sur n'importe quel pays de la planète. On n'a plus cette problématique de translittération. On a une autre question de Thierry. Combien de temps il faut pour maîtriser l'outil? J'en suis resté au TO7. Alors,
À vous de nous le dire. On est en bench. On a eu quelques utilisateurs qu'on appelle en early access. On a encore du travail à faire sur le design. Et n'hésitez pas à nous faire des retours. Et ensuite, on peut vous accompagner aussi. Vous faites une demande en disant j'y arrive pas, je comprends pas. On vous accompagne et on recale le design en fonction de vos retours. Parce qu'effectivement, un des enjeux, c'est le design, c'est-à-dire la simplicité d'usage. Ensuite, une question dans les questions de Monsieur Lafont. Bonjour, merci pour les démos. Peut-on utiliser les booléens? Non, c'est pas cela. Pour vous détailler le pricing. Alors, aujourd'hui, c'est un des avantages. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à demander un compte. Aleph Search Clear est gratuit en monoprojet. Parce qu'en fait, on considère qu'il a besoin d'être utilisé pour encore être tuné, notamment en termes de design. Et plus il y a d'utilisateurs, plus nous, on va faire d'efforts pour implémenter les features. Mais étant donné que chaque feature est assez consommatrice en ressources, ça a un coût. Donc, c'est vraiment à nous d'y aller petit à petit. Et plus il y a d'utilisateurs, plus on va investir dedans. Et en termes de pricing, je pense, le choix qu'on a fait, c'est toujours laisser l'application gratuite en monoprojet. Parce qu'en fait, la consommation de ressources est bornée dans le temps. Je fais un projet, puis au bout d'un moment, je le supprime. Si je veux en faire un autre, je le supprime. Donc, on sait qu'on va borner l'usage. Et en termes de tarifs, si je prends pour le cas multi-projet, donc l'appli, je crois qu'on est la version payante, on est limité à une vingtaine de projets. Donc, je suis aussi moi soumis. On va être de mémoire, on est à la moitié de prix du Dark. Donc, je crois que Dark, le plus bas, on est à 20 cas par an. Donc, on va être à 10 cas par an pour un multi-projet pour deux utilisateurs. Dans le cas de Clear, on peut partir à date sur un 5 000 € par an par utilisateur, si on veut être en multi-projet. Comment le moteur de recherche respecte-t-il le RGPD, supprime-t-il les données de recherche personnelles? Alors, excellente question de Stéphane Dargaud, mais ça ne m'étonne pas. Il y a deux réponses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, étant donné que c'est un moteur de recherche, on est soumis au RGPD, certes, mais de la manière d'un moteur de recherche. C'est-à-dire qu'on est soumis à une jurisprudence qui s'appelle la jurisprudence Bluetooth, qui nous invite à supprimer les données à indexer si on nous les déclare. C'est-à-dire que le moteur ne va faire que collecter de la donnée qui est volontairement mise à disposition par les sources. Donc, si on collecte de la donnée qui n'est pas conforme RGPD, c'est déjà que la source a mis à disposition de la donnée qui n'est pas conforme au RGPD. Donc, nous, on s'engage à désindexer dans le cas où, effectivement, on nous déclare qu'il y a de la donnée qui ne doit pas être là. Donc, voilà comment on répond sur cette partie-là. Et je suis curieux de savoir si j'ai répondu à la question de Stéphane Dargaud, qui, je sais, est très exigeant sur la question. Voilà, il y a plein de choses sur le chat. Alors, il y a une note juridique sur notre site web que vous pouvez consulter qui explique sur quoi on s'appuie en termes de juridiction, en termes de collecte de données. Et ça comprend effectivement la notion de RGPD. En gros, on est soumis aux mêmes règles que Google ou que Bing. Je peux répondre à Antoine qui demande si les données trouvées peuvent être utilisées dans le cadre d'une procédure judiciaire. Aujourd'hui, un résultat ne fait pas, enfin nous, n'avons pas été audités, n'avons pas ça, donc un résultat, une copie d'écran de notre moteur n'est pas recevable, je pense, pour un procureur. Par contre, la personne qui fait l'enquête, comme on donne le lien vers le site, peut aller sur le site et constater d'elle-même la présence de la donnée ou pas. Et c'est ça qui fera foi auprès d'un procureur ou d'un juge quelconque. C'est-à-dire que la problématique qu'on a eue avec Dark, parce qu'on a la même problématique avec Dark, c'est qu'en fait, effectivement, pour mettre en place un système
qui va garantir la véracité judiciaire. Nous ne sommes qu'un moteur de recherche. Donc ensuite, c'est selon le juge, selon l'officier de PJ, et c'est pour ça que dans le moteur Aleph Search Dark, il y a un bouton qui permet à un officier de PJ de ne pas avoir les données qui ne sont plus disponibles, histoire qu'il n'ait que de la donnée dans le moteur qui soit constatable. Donc ensuite, il utilise le lien, il fait sa capture d'écran, et c'est lui qui va valider que c'est utilisable de manière judiciaire. Certains juges sont plus coulants, d'autres non, mais c'est la responsabilité de l'officier de PJ. Nous ne donnons qu'un lien, en fait, vers la data. Notre cache, il est technique, ce n'est pas un cache de consultation. Alors, j'espère que j'ai bien répondu à Stéphane Dargaud, parce qu'on a fait des gros efforts sur la partie juridique. Dans la phase d'interrogation, vous utilisez, je suppose, Google. Comment, en plus de ces sites, sont modérés? Pensez-vous un jour pouvoir l'étendre à Yandex et à Baidu? Alors oui, la phase d'interrogation, on l'a faite parce qu'on s'est rendu compte que les utilisateurs, au lieu d'utiliser leur mémoire et de taper en fait le site qu'ils connaissaient, ils ouvraient une autre tabulation et ils faisaient une recherche Google pour avoir le site. Donc, comme on est des informaticiens, on est des fainéants, sinon on ne serait pas des bons informaticiens. Donc, au lieu d'ouvrir un onglet, on a un petit bouton. Donc, effectivement, à terme, l'idée, c'est quand on n'a rien, d'être en capacité d'utiliser des API de plusieurs moteurs de recherche et de faire de la déduplication et d'avoir une première passe en termes de sourcing qui fasse appel à du Baidu, du Yandex et du Bing en complément de Google pour faire le premier pas quand on ne connaît rien du tout de la thématique. Et effectivement, l'interrogation par mots-clés, elle se fait via l'API de Google. On s'est adapté aux usages, en fait, aux usages qu'on constatait. Donc, n'hésitez pas, le moteur est gratuit, hein, faites bien des demandes, soit via le site, on a un lien de contact, soit directement à Jemile, vous lui envoyez un petit mail et puis on vous crée un compte. Et si vous avez des difficultés, vous nous contactez, on vous accompagne. Nous, on est intéressés pour toujours essayer de faciliter cet usage-là. Et Jemile vous enverra le lien vers le replay. Et puis nous, on fera d'autres points parce qu'effectivement, on va faire progresser l'appli dans le temps. Et n'hésitez pas à être créatif avec l'outil. Hein. Il y a certainement plein de choses à en faire et on espère qu'à terme, dans quelques mois, on offrira un complément au moteur de recherche standard qui offrira une réelle capacité, comme il offre déjà en partie, mais on veut aller plus loin, de se sortir des biais des moteurs de recherche standard. Ah, une nouvelle question. Peut-on relayer le replay sur les réseaux sociaux? Sentez-vous libre. On a fait un effort cette fois d'avoir un discours assez neutre pour blesser personne et mettre personne en difficulté. Donc, n'hésitez pas. Jemile vous fera passer le lien. Mais je préfère laisser la validation à Jemile sur le relais. Le replay sera directement sur Livestorm. Du coup, je ne sais pas si on peut l'extraire en fait techniquement. Je ne sais pas si c'est possible. On est propriétaire en termes juridiques, donc je pense qu'en termes techniques, on n'aura pas de souci. Si tu veux qu'on te le sorte en YouTube, on y arrivera. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Merci Harry, merci Marina. On a besoin ça fait du bien parce qu'on a fait ce choix de se lancer dans ce moteur il y a bientôt 4 ans. Et on est complètement à contre-courant, donc on a aussi besoin de vous pour diffuser et pour être critique aussi, pour faire évoluer le moteur, qu'on arrive à un usage
simple, efficient et à forte valeur ajoutée pour montrer que le web, c'est pas Google, que le web, ça peut être beaucoup d'autres choses et qu'en fait, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas accessibles avec Google et qu'avec cette approche, on reprend la main sur l'information. Wilfried est en train de taper une question. Mélina aussi. Victor, ah, ça y est, les questions arrivent. Avec plaisir, Mélina. Donc, on va traiter le sujet pédagogique, je pense, à la rentrée. Comme le disait Jemile, on vous rappelle qu'il y aura un point sur le juridique. Donc, s'il y en a qui sont sensibles à ce sujet, qui est un sujet qui commence à prendre de l'ampleur, il faut absolument qu'on échange pour être dans le cadre et pour ne pas faire n'importe quoi. Donc, on aime bien les critiques aussi. Donc, n'hésitez pas à avoir un regard critique aussi sur nos positions. On est totalement ouvert sur le sujet aussi sur la partie légale. L'idée, c'est d'offrir une solution sans mettre en danger les personnes, que ce soit au niveau légal ou de mauvais usage de ce type d'outils. Quelle est la maturité du moteur proposé en âge? Alors, je ne sais pas si on peut faire comme les chats, on fait x7. Mais en gros, l'outil, il a 4 ans. Donc, la technologie, au fond, elle est très mature, hein, puisque ça fait… on a commencé à travailler dessus en 2010. Hein. Donc, la techno, elle a 13 ans. La première version, elle a 13 ans. Aleph Search Dark, 7 ou 8 ans. Donc, la techno, elle est éprouvée en termes de collecte. On a une techno qui est éprouvée, qui est en production, qui est utilisée par l'État sur Aleph Search Dark. Par des boîtes du CAC 40, elle est en production, on n'a absolument aucun souci pour cette partie-là, quoi. Et petit rappel de Victor, effectivement, pour nos clients Aleph Search Dark, l'application multi-projet est gratuite pour Clear. La maturité, en fait, c'est la partie frontale hein, qu'on essaie de tuner. On ne va pas trop vite pour limiter le nombre de features, parce que si on en rajoute trop, l'accessibilité est plus complexe. Donc, on y va au compte-gouttes. C'est pour ça qu'on avance doucement sur la partie design, mais toute la partie back-office et moteur de recherche, elle est très mature. La partie graph aussi. Plus vous avez la chance d'avoir le responsable technique de la partie graph. Donc, si ça ne marche pas, c'est celui qui est là-bas. Sera-t-il possible à terme d'effectuer des requêtes en images? Oui, effectivement. En fait, la techno tourne déjà sur Aleph Search Dark. On a un moteur de recherche d'images. Aujourd'hui, la problématique, c'est étant donné que c'est encore gratuit, on fait attention aussi parce qu'il y a un coût non négligeable lié au stockage d'images. Donc, dès qu'on commence à avoir une appli qui est rentable, on va pouvoir intégrer le moteur de recherche d'images, qui est une techno qui nous est propre. Hein. On travaille exclusivement avec des technos internes. Je regarde s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter. On va se dire à la prochaine. Donc, Jemile vous contactera pour la partie juridique et je vous invite vraiment à participer parce que ça sera aussi sous forme de débat. Il y a des choses à expliquer sur le volet juridique, mais aussi pourquoi est-ce qu'il y a une réglementation. Parce que c'est plus difficile de respecter une loi si on n'a pas compris pourquoi est-ce qu'elle a été mise en œuvre, sinon on l'a subie. Donc, on sera aussi là pour expliquer pourquoi ces lois existent, quels sont les dangers de ne pas appliquer, alors les conséquences juridiques, mais aussi les conséquences opérationnelles de non-respect de ces lois-là. C'est qu'il y a des vrais problèmes, et ces lois ne tombent pas du ciel, elles ont du sens. Donc, j'invite, s'il y avait des juristes de présent, je les invite vraiment à participer au débat parce qu'on est plusieurs à avoir un bâton de pèlerin
sur le sujet et on n'a pas la vérité. Donc, le plus on sera de conseils sur le sujet, le plus on arrivera à accompagner le sujet tous ensemble. Il n'y a pas de mauvais élèves, j'ai l'habitude de dire, hein, on est tous en prise de conscience de ces lois et il y a ceux qui se voilent la face et ceux qui s'adaptent. Et on fait partie de ceux qui s'adaptent, donc on est tout à fait ouvert à la critique. Bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser Jemilee conclure. Juste merci pour votre participation et merci à Nicolas et Benoît. Et puis, on fera un prochain atelier. Merci, bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci à tous. Utilisez bien Clear. À bientôt.